On part? Ah, comme ça, OK. Comment commence ça? Salut, Amélie. Ben, salut, Nicolas. Merci de me recevoir. Ben, ça me fait très plaisir. Amélie, on travaille ensemble chez IA Groupe Financier depuis mois de mai l'année passée. Ben, ça va bientôt faire 2 ans, là. Ouais, je suis vieux de même, Colin, je parle de moi. En fait, on a commencé ensemble quand tu es devenue conseillère. Après ça, rapidement, à peu près 1 an, tu es devenue directrice. Oui. Maintenant, tu t'occupes des jeunes conseillers de notre équipe. Fait que j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu ensemble. Puis j'aimerais ça que tu m'aides à partager le quotidien ou les enjeux que les jeunes vivent en début de carrière. Parce que plus on avance dans la carrière, plus notre business ça roule. Mais là, toi, tu es vraiment avec des gens qui sont en train de bâtir leur business. Fait que j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Puis, avant de commencer dans le détail, j'aimerais ça que tu me parles de, pour toi, c'est quoi le rôle d'un conseiller en sécurité financière? Ben, pour moi, le rôle, dans le fond, tu deviens la personne ressource dans la vie des gens. Donc, tu es la personne qu'ils vont appeler quand ils vont avoir des nouveaux événements dans leur vie, quand ils vont être rendus à acheter leur maison, quand il va y avoir des événements un petit peu moins le fun. Fait que, quand on est conseiller, on devient la personne qui s'occupe de tout l'aspect des finances, de la planification, de la sécurité financière, comme tu as déjà expliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'on fait quoi, mais plus quand on rentre dans une famille, on devient quasiment comme un membre de la famille. Fait que moi, j'aime souvent dire quand on fait affaire avec un conseiller, on partage un cerveau avec lui. Fait que eux autres, ils peuvent pas connaître tout ce qui touche aux avantages fiscaux d'avoir des CELI, REER, CELIA, puis ils peuvent pas tout savoir comment ça fonctionne, les assurances, ils peuvent pas savoir nécessairement bien comment gérer leurs dettes, puis tout. Fait qu'on devient comme cette personne-là qui va penser à ça à leur place, qui va les conseiller, qui vont les accompagner dans tout ce qu'ils ont besoin de vivre, planifier. Fait que j'aime me voir un peu comme un membre de la famille très éloigné. Fait que selon moi, c'est la personne qui va avoir le plus d'impact quasiment au niveau professionnel que les gens y rencontrent. Fait que, ouais, c'est ça. On devient comme la personne ressource pour eux. Fait que faire affaire avec un conseiller, c'est comme vraiment avoir un clé en main, là. Ouais, vraiment. Fait que quelque chose que tu n'auras pas besoin de faire toi-même, que la personne, elle s'occupe pour toi, puis d'avoir un professionnel qui est là, mais aussi d'avoir quelqu'un que... Tu sais, je veux dire, les finances, c'est tabou. C'est une partie quand même vulnérable de nos vies. Fait que quand on a des dettes, ça peut être gênant. Quand on a des projets, on peut avoir peur de se lancer dans nos projets. Quand on a des situations de vie qui nous arrivent, maladie, décès, puis tout, c'est quelque chose de très, très émotif. Fait que quand on est conseiller, on rentre directement dans la vulnérabilité des gens au niveau financier. Fait que je trouve que t'as comme une proximité avec les gens qu'il faut... Il faut que tu sois à l'aise là, d'être là-dedans. Là. Fait que oui, tu deviens comme un membre de la famille, selon moi. Là. Puis, tu parles que les finances, c'est quelque chose qui est pas très discuté aussi. Souvent, même dans le couple, les gens, des fois, connaissent pas leur salaire, connaissent pas leur solde bancaire. Puis aussi, parce que c'est ça, c'est mal vu d'avoir des dettes ou c'est mal vu d'avoir une carte de crédit qui est un petit peu trop dessus. Comment on aborde ça en début de carrière? Parce que des fois, on a des conseillers qui sont plus vieux, on a des conseillers qui sont plus jeunes. Fait qu'on va avoir aussi des clients qui sont un peu de tous les âges. Fait que toi, comme tu t'occupes un peu plus souvent des gens qui sont en début de carrière puis un petit peu plus jeunes, est-ce que c'est un enjeu pour eux de pouvoir développer ça, d'entrer dans ça? Parce que c'est quand même des gens qui n'ont pas nécessairement une grande expérience de vie. Parce que tes conseillers sont dans la vingtaine, je te dirais, pour la plupart. Puis, en 20-40. Ça dépend. 20-40? 20-40. Okay. Mais mettons que on va parler de ceux qui sont dans la vingtaine. Comment ils font pour pouvoir se mettre dans le mood ou pouvoir avoir cette discussion-là, considérant qu'ils n'ont pas nécessairement une grosse expérience de vie? Est-ce que c'est un enjeu pour eux? Je te dirais que oui, ça peut être un enjeu au niveau... mais c'est rarement un enjeu pour les clients. Je te dirais que c'est vraiment un enjeu personnel dans la capacité à se prendre au sérieux dans le rôle. OK. Fait que souvent, ce qui va ressortir, c'est... OK, mais moi, je suis jeune, je rencontre quelqu'un que lui, il a 50 ans, il est rendu ça à sa planification de retraite. J'ai jamais même cotisé dans mon propre REER puis planifié ma propre retraite. Fait que comment je peux, moi, l'accompagner là-dedans quand que moi, je l'ai pas fait pour moi parce que je suis pas encore rendue là. Fait que je te dirais que c'est beaucoup dans la tête que ça se passe. Moi, personnellement, j'ai eu cet enjeu-là quand je suis devenue conseillère. Je veux dire, je connaissais rien au monde des finances, mais en même temps, on a tellement de formations qui nous appuient que même si tu n'as pas l'expérience de vie qui vient avec,
tu as la connaissance et la formation qui va t'aider à quand même accompagner tes clients. Puis je veux dire, nos bébés conseillers, ils travaillent pas tout seuls leur dossier aussi, là. Fait que, je veux dire, il y a des gens plus d'expérience qui en ont vu d'autres, qui vont les accompagner, qui vont monter leur dossier, qui vont travailler l'aspect professionnel avec eux jusqu'à temps qu'ils développent assez, justement, les compétences puis les connaissances que ça sera même plus un problème l'âge parce qu'ils vont être assez outillés pour accompagner des gens de tous âges, tous milieux, toute réalité. OK, c'est intéressant. Je trouve ça le fun, cette voie-là, parce qu'on n'a jamais vraiment parlé de ça. Comment on assimile le rôle ou comment on... Tu sais, parce que moi, j'ai eu cet enjeu-là quand j'ai commencé comme conseiller en sécurité financière, puis j'avais 40 ans. Je veux dire. Puis à 40 ans, ça a pris du temps avant que j'enclenche l'importance de ma job ou l'impact que je pouvais avoir. Puis j'ai compris l'importance, je veux dire ça comme ça, quand je suis allé porter un chèque, puis que j'ai vu la différence que ça faisait. Mais avant, c'était quelque chose qui était théorique, mais pas quelque chose que j'étais capable de vivre, je veux dire ça comme ça. Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous avez encore cette préoccupation-là, ou comment vous faites pour pouvoir vous prendre quelque chose, parce qu'on travaille avec l'intangible, tu sais, on gère des projets, on gère des assurances, on gère des trucs qui sont quand même loin de notre réalité, puis on espère jamais en avoir besoin. Mais comment qu'on fait pour se motiver ou pour pouvoir se mettre dans le rôle d'être la personne ressource, comme tu disais tout à l'heure? Mais je te dirais que le temps fait bien les choses. Fait qu'au début, tu fais ce que tu as à faire parce que ça fait partie de tes tâches. Puis, tu sais, on va rencontrer les clients, on va faire l'analyse, on va faire l'œuvre globale, on va parler de leurs objectifs, puis on va leur revenir avec des solutions. Puis, ça vient avec le retour des clients que tu vas avoir après un certain temps. Donc, je veux dire, tout le monde qui commence dans le domaine, qui venait pas du milieu des finances avant, viennent avec un petit syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est automatique pour tout le monde. Et puis on sort de ça à... Je pars un CELI avec ma cliente, puis elle a son fonds d'urgence. Je fais une analyse, un budget avec quelqu'un, puis elle réussit à payer sa carte de crédit, payer sa marge de crédit, que ça fait 4 ans qu'elle n'est pas capable d'en venir à bout. Première réclamation de décès, maladie grave, d'aller porter un chèque, ça a un impact aussi. Je te dirais que ça vient avec les retours que tu vas avoir de tes clients au fur et à mesure. Fait que tu peux pas vraiment comprendre l'impact que tu as dans la vie des gens sans avoir constaté l'impact direct que tu as. Par contre, il y a quand même un travail qui se fait au niveau de s'assumer parce que oui, tu as les connaissances, oui, tu as les formations, mais d'être capable d'arriver chez le client puis de faire « j'ai analysé ta situation et voici vraiment ce que tu as besoin », ça va prendre de bien connaître son travail, bien connaître ce qui est disponible, mais de bien connaître son client aussi. Parce que si tu fais du tout prêt, tout fait, prêt à manger, là, comme on dit pour chaque personne, mais je veux pas que tu vas avoir moins d'impact sur ces gens-là. Fait que de prendre le temps de connaître ton client, parler des objectifs, faire une analyse, veux pas, ça te met directement dans une condition où est-ce que tu vas déjà être au creux de la vie de la personne. Fait que ça t'ouvre à avoir cette capacité de... J'ai vraiment appris à connaître la personne. Fait que je peux être sûre que la solution est adaptée parce que j'ai travaillé avec, encore une fois, des gens qui ont plus d'expérience. Mais vu que je suis allée creuser plus, ça amène cette certitude-là. Fait que c'est avec l'expérience là, qu'on va vivre ça, mais aussi avec la formation, je te dirais. OK. Puis... Là, on parle beaucoup d'interaction avec les gens, que c'est important de pouvoir bâtir cette relation-là, apprendre à bien connaître les clients. Puis c'est quelque chose que tu as toujours fait vraiment, vraiment très bien, puis je sais que tu le transmets à tes conseillers. Est-ce que c'est possible d'être aussi efficace ou d'avoir ce même genre de contact-là ou de relation en télétravail? Parce que là, on a un enjeu présentement parce que beaucoup de gens... c'est offert partout. Il y a beaucoup d'institutions financières, beaucoup de, même chez nous, de gens qui ont fait le choix de travailler en télétravail. Nous, à Drummond, on a fait le choix qu'on privilégiait ça. Mais par contre, il y a encore des gens qui font du télétravail. Est-ce que, selon toi, c'est aussi efficace, aussi pertinent? Est-ce qu'il y a des enjeux à travailler en télétravail versus le présentiel ou non, selon toi? Parce que tu as fait les deux, puis tu as été bonne dans les deux. Selon toi, est-ce que ça s'équivaut? Est-ce que c'est équivalent l'un de l'autre? Est-ce qu'il y en a un à privilégier en début de carrière, mettons, je veux dire? Oui. Je te dirais que tout est contextuel dans un sens que des fois, le télétravail, si tu es à Drummondville puis ton client il est en Abitibi...
c'est correct, on va le faire en vidéoconférence. Selon moi, c'est pas mal le seul contexte que tu devrais faire du télétravail. Je veux dire, on en a déjà dit souvent, mais tu vas chez le dentiste, il y a un bureau. Tu vas chez ton notaire, il y a un bureau. Tu vas chez ton avocat pour discuter de quelque chose, il y a un bureau. Tu lui serres la main. C'est des sujets qui sont importants. Fait que tu vas te déplacer ou, tu sais, il va y avoir un contact parce que, encore une fois, quand tu vas dans la vulnérabilité des gens, serrer la main, voir les photos de la famille sur le mur, pouvoir être dans leur environnement, que la personne, elle vient te voir au bureau, puis, tu sais, elle s'étale, là, ben, tu peux t'ouvrir encore plus quand t'es en vrai. Je veux dire, moi, c'était derrière mon écran, puis que en arrière de moi, il y a mon chien qui jappe, qu'il y a mon bébé qui fait une crise, que la TV, même, qui est en arrière sur TVA Nouvelles. La discussion avec ton client va être un petit peu plus complexe. C'est comme, OK. Fait que, puis en tant que conseiller aussi, t'es chez vous, t'as ton affaire qui brûle sur le feu, t'as ton lavage, ton chum, ta blonde, elle arrive à la maison. Il y a tellement d'éléments qui fait que t'es déconcentré, t'es pas nécessairement 100% investi. Fait que on a une responsabilité envers nos clients d'être 100% avec eux, puis 100% disponible à eux, à leur dossier quand on travaille pour eux. Fait que si t'es chez vous, puis que ça sonne à la porte, puis que tu reçois ton colis Amazon, tu peux pas être 100% avec eux. Fait que ça, c'est un enjeu au niveau de la disponibilité avec le client. Aussi, notre travail vient avec son lot de changements émotionnels. Donc, quand on est content, on est très content, puis quand on n'est pas content, on est très pas content. Fait que quand t'es au bureau, puis que t'as du monde avec qui tu peux parler de qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a été difficile, ça vient alléger un petit peu le poids que ça peut être. Tu sais, l'entrepreneuriat, ça vient avec mes proches, c'est pas des entrepreneurs, fait qu'ils comprennent pas 100% ma réalité. Ouais. Fait qu'il y a comme pas une solitude, mais il peut y avoir comme un écart entre ce que mes proches y vivent puis ce que moi je vis. Fait que si t'es tout seul chez vous, à marmonner, puis tu brasses du noir, tandis que si t'es au bureau puis que t'es avec des gens qui vivent la même réalité que toi, c'est pas pareil au niveau de la gestion de ton petit toi et tes émotions. Oui, parce que tu as un support au bureau. Ouais. Quand tu as une mauvaise journée, tu as l'autre à côté qui dit « Hey, lâche pas, j'étais là la semaine passée, cette semaine, j'ai une semaine extraordinaire, tu as de la perspective. » 100%. Puis est-ce que tu sens qu'avec ta gang, c'est un enjeu? Parce qu'on je t'en parle parce qu'on entend beaucoup parler, parce que les autres agences, parce qu'ils parlent à d'autres conseillers qui, eux, travaillent principalement en télétravail. Puis je sais qu'on leur explique, puis qu'on priorise ça à Drummondville, puis que chiffre à l'appui, on est capable de dire que c'est beaucoup plus payant, beaucoup plus satisfaisant, puis beaucoup de ça. Mais ça reste que c'est une préoccupation, puis il n'y a pas une semaine que je m'en fais pas parler. Toi, tu travailles avec des encore plus jeunes qui, eux, ils ont probablement déjà goûté, soit à l'université, soit à l'école, soit dans leur autre job, parce que maintenant, c'est comme ça dans beaucoup d'affaires. Est-ce que est-ce qu'ils comprennent la pertinence ou il faut encore que tu justifies régulièrement la plus-value? Je te dirais que je suis un peu comme le genre de parents qui vont pas vraiment t'obliger à faire quelque chose, mais je vais te faire constater toi-même que ça marche pas, puis après ça, tu vas venir me revoir en venant « Tu comprends pas pourquoi ça marche pas? » Puis je vais te dire « Ben, je te l'avais dit. » Fait que j'oblige pas personne à pas faire de télétravail, je mets quand même des limites dans le sens que, tu parlais l'autre fois que, bon, t'as 12 rendez-vous à faire, fait que obligatoirement, mettons, 2 tiers vont être en présentiel, puis 1 tiers en télétravail, puis tu vas constater par toi-même que les rendez-vous que tu fais en télétravail, ça va être un peu moins le fun, ou tu vas avoir plus de difficultés à connecter avec le client, puis naturellement, ça va aller vers quelque chose qui est plus en présentiel. Fait que, tu sais, je pense que ça se fait naturellement parce que le monde, même les conseils, tu sais, on est tous humains, on a besoin de contact, on a besoin de connexion avec l'autre. C'est dur, là, derrière l'écran. La personne, là, a fait sa rendez-vous en virtuel, puis elle est sur son cell, là. Elle te voit petit de même, là. Fait que je pense que les gens, ils le remarquent. Fait que ça vient avec... J'ai pas vraiment le besoin de leur expliquer pourquoi c'est important, parce qu'ils le constatent d'eux-mêmes. C'est sûr qu'au début... Mettons que notre bureau est à Drummondville, puis t'as beaucoup de clientèle parce que, mettons, toi, ta famille est à Lac-Mégantic, puis là, faire du présentiel, puis d'aller à faire 2 heures, 2h30 de route une ou 2 fois par semaine, ça peut être lourd. Fait que, tu sais, il peut y avoir un compromis qui se fait, encore une fois, de manière contextuelle. Mais justement, comment on fait ça? Est-ce qu'on privilégie, mettons,
on maximise les rendez-vous de cette région-là pendant qu'on est là pour pouvoir se dégager du temps ailleurs? Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place qui permettent de faire ça? Oui, mais tu sais, je veux dire, si tu as une quinzaine de personnes que tu sais qui vont être à Lac-Mégantic, on va se faire une journée semaine, qu'on va essayer de corder back-à-back 5-6 rendez-vous pendant qu'on est là-bas, on voit tout le monde, là. Fait que oui, ça, c'est des compromis qui peuvent se faire, mais non, on va pas faire 5 allers-retours. Parce que là, c'est spectaculaire. Tout le monde va vouloir pas regarder cette job-là, disons-le ainsi. Fait que le présentiel versus virtuel, c'est un enjeu. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux en début de carrière qui pop, qui tu fais comme moi? Ça, c'est comme un thème récurrent, puis c'est un challenge pour 1, 2, 3 ou plusieurs? Je pense que le plus gros challenge en début de carrière, c'est la gestion de temps. C'est bien rare les gens qui vont commencer dans notre domaine qui étaient déjà entrepreneurs ou qui avaient déjà des entreprises. Ça arrive, là. Puis pour eux, c'est moins un problème. Mais je te dirais... Attends, je vais finir ce que je dis, puis après ça, je vais retourner ces entrepreneurs qui viennent dans notre domaine. Fait que quand t'es nouveau, t'as la formation, t'as voir tes rendez-vous, puis tout te prend plus de temps parce que t'es pas habitué de le faire. Fait que monter des dossiers, faire ta paperasse, tous les petits cossins qui vont être périphériques à rencontrer des gens, c'est toujours plus long. Fait que ça fait en sorte qu'on a l'impression de travailler plus que 40 heures des fois, même si concrètement, quand tu regardes les heures que tu es au bureau, c'est rare que tu vas faire 35, mettons, là, de vrai travail. Fait que la gestion du temps, fait que de se sentir vraiment débordé par toutes les tâches qu'on a à faire, parce que comme tu t'expliquais l'autre fois, quand tu travailles dans notre domaine, tu n'es pas juste conseiller en sécurité financière. Tu vas être le comptable de ton entreprise, tu vas être celle qui va faire les ressources humaines, tu vas être ton adjoint qui fait la paperasse, tu vas avoir des déplacements, de te rendre à tes rendez-vous. Il va falloir que tu gères ta famille aussi avec ça. Il y a beaucoup d'aspects qui viennent faire en sorte que des fois, on court un petit peu comme des poux de pas de tête, mais je pense que c'est un rite de passage en début de carrière de passer par ça, parce qu'après ça, quand... toute une crise à quelque part. Ben... Oui, mais c'est ça, mais c'est parce qu'après ça, quand ça va mieux, c'est comme wow! Puis là, la contraction fait que tu vis un vraiment grand relâchement quand ça va bien. Fait que... Puis avoir su, là, je l'aurais donc fait avant. C'est ça. Fait que gestion de temps, c'est un enjeu. Ça, je reviens aux entrepreneurs. Oui. C'est pas tous les entrepreneurs qui ont la capacité à bien gérer leur temps. Là. Ça, je vais quand même faire un petit astérix là-dessus. Mais je te dirais que si tu es entrepreneur puis que tu as déjà eu des employés à gérer, que tu as déjà eu des horaires à faire, t'es déjà habitué d'avoir cette conscience-là de « OK, il faut que je fasse ça, voici mon temps, voici mon horaire ». Ta famille est probablement déjà habituée que tu aies des horaires un peu pas normales. Fait que tu as moins besoin de gérer ça aussi. Là. Puis, là, tu m'allumes une question. Tu sais, ce que tu t'expliques, un petit peu, puis là, c'est mon interprétation, mais quand tu as été entrepreneur, tu as été aussi responsable de d'autres personnes. Ouais. Fait qu'il y a des choses que tu ferais peut-être pas nécessairement pour toi, mais parce qu'il y a quelqu'un qui dépend de toi, ça va te donner une motivation supplémentaire. Comment tu es capable de créer ce parallèle-là pour tes jeunes? Parce que là, ils se partent leur business, mais leur business à eux, avec eux comme employés. Ouais. Fait que, tu sais, l'entrepreneur qui a été faire un prêt à l'institution financière, qui a un 400 000, mettons, qui est utile de partir de sa business, il met une obligation d'effort, je veux dire ça comme ça, puis de résultat, qui n'est pas nécessairement vrai dans notre domaine, parce qu'on a une paye à toutes les semaines, parce qu'on a un fonds pour nous permettre de ne pas avoir ce stress financier-là, de payer nos factures. Mais comment on transmet le désir de se dépasser ou l'obligation de performer, je veux dire ça comme ça, en autodiscipline? Je te dirais que c'est vraiment un des dangers de notre métier, la paresse, là, qui vient avec le fait de... Moi, quand même avoir une paye à la fin de la semaine, même si j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire puis que j'ai procrastiné puis tout, fait que ça peut vraiment être un danger. Comme tu as mentionné, quand on est des conseillers, on fonctionne beaucoup par objectif. Fait que ça va être ça un peu nos poignées aussi. C'est OK, c'est parce que c'est tout un projet de maison dans 2 ans qui va te demander d'avoir un certain montant d'accumuler. Tu veux faire un voyage à chaque 3 mois, tu veux ci, tu veux ça. Fait qu'on va avoir des objectifs extérieurs qui vont nous servir de motivateurs pour aller financer nos propres rêves. Fait que les enjeux sont différents dans le sens qu'on n'a pas de dette d'affaires à rembourser, mais notre métier, le beau de la chose, c'est que ça peut être la plus belle job pour te propulser dans tes rêves personnels. Fait que c'est d'être capable de développer cette capacité-là d'avoir cette motivation-là intrinsèque qui va te motiver toi-même pour avoir tes buts et objectifs personnels, mais c'est sûr qu'à court terme,
Ça prend de développer cette compétence-là. Puis, ben, ça vient avec quand t'as un enfant, puis tu veux montrer à il se brosser les dents, mais il va pas le faire tout seul. Fait qu'il va falloir que tu lui dises, t'as-tu brossé tes dents après chaque repas? T'as-tu brossé tes dents? T'as-tu brossé tes dents? Fait que c'est un peu ça notre rôle en tant que directeur aussi, en faisant, OK, t'as-tu fait tout ce que t'avais à faire? T'as-tu fait ça? T'as-tu fait ça? Puis à un moment donné, ben, ton enfant, t'as plus besoin de dire de brosser ses dents, il les brosse tout seul. Fait que c'est la même chose avec nos conseillers. À un moment donné, ils font tout seuls ce qu'ils ont à faire, puis t'as juste besoin de venir donner un petit coup de crinque avec, regarde, tu te souviens, on avait dit que ça, c'était ton objectif, c'est ça que tu voulais, puis tout. Fait qu'on garde le cap, on y va, parce que dans notre métier, c'est à retardement. Fait que si tu fais pas ce que tu as à faire cette semaine, ça va être dans 1, 2, 3, 4, 5 semaines que tu vas voir la conséquence de tes actions. Fait que c'est justement arrivé à un de mes conseillers récemment, il vit un peu les conséquences de ça, mais c'est parfait parce que sois traumatisé par cette expérience-là pour plus que ça t'arrive. La conséquence est tellement grave que tu vas t'arranger puis que ça arrive une autre fois. Exactement. Fait que, tu sais, encore une fois, je vais te laisser vivre ta conséquence. Fait que c'est encadré, on a un petit filet de sécurité, c'est correct, mais je vais te la faire vivre à 100% ta conséquence. Comme ça, tu vas le garder, ton petit traumatisme, puis tu vas pouvoir vouloir le refaire. Ça a tellement de l'air intéressant de travailler pour toi. Mais c'est super dans la bienveillance, là. Je le fais pour toi, là, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même une espèce de latitude où ce qu'ils vont pouvoir expérimenter, ce qu'ils vont pouvoir développer leur personnalité, puis faire leurs erreurs sans nécessairement mettre en péril leur avancement ou leur carrière. Fait que ça, c'est hot, parce qu'il y a beaucoup de place. Là, je reviens à mon prêt de 400 000 que j'ai sur le dos. Je peux pas me permettre de me tromper, je peux pas me permettre de faire des erreurs, puis chaque truc que je fais pas a une conséquence comme chaque truc que je fais. Puis si j'en fais une qui fonctionne pas bien, j'ai la conséquence directe. Ce qu'on évite dans notre modèle d'affaires à nous. Par contre, la motivation que ça génère, ben je l'ai pas non plus. Non, mais effectivement, on a le droit à l'erreur, puis c'est le fun, ça, parce que dans des jobs de 9 à 5, tu fais 2-3 erreurs, puis tout, puis là, t'as des avertissements, puis après ça, OK, je vais peut-être perdre ma job, puis là, mais là, c'est un domaine où est-ce que tu peux garder ta couleur, fait que on a une structure qui fonctionne très bien, puis à partir de cette structure-là, ta petite boîte à outils, tu peux décider de comment tu les utilises, puis faire un petit peu ce que tu veux à travers les cadres. Fait que ça permet d'être capable de déployer ses ailes, puis d'avoir une autonomie qui vient avec un cadre qui nous supporte aussi, là. Mais c'est pour avoir travaillé avec toi, parce que moi, j'étais ton directeur avant, j'aimerais ça que tu m'expliques de justement comment toi, tu as été capable de mettre ta couleur. Parce qu'au début, domaine financier, tu étais dedans, mais tu n'étais pas tant dedans. Tu avais beaucoup de... J'avais des préjugés. Quelques appréhensions, j'avais des préjugés. Fait que j'aimerais... D'un coup, qu'il y aurait quelqu'un comme toi qui nous écoutait... Un bizarre, là. Puis que lui aussi se posait la question, je pense pas que c'est fait pour moi, mais peut-être que, puis qu'il y aurait cette curiosité-là que tu as eue de venir poser des questions. Ça serait quoi tes arguments pour dire, tu vas quand même pouvoir être toi, tu vas quand même pouvoir te développer dans une structure qui est quand même très, très, très encadrée, là, parce qu'on travaille avec les sous-des-gens, puis c'est important qu'il y ait une structure pour protéger les clients, mais qu'à travers ça, tu vas quand même pouvoir garder ta personnalité, puis être quand même un peu bizarre si ça te tente de l'être. Fait que ça serait quoi tes arguments de pitch de carrière pour quelqu'un comme toi? Oui. Moi, à la base, là, ce qui m'a attiré dans la carrière, c'est pouvoir gérer mon temps, d'avoir la flexibilité, parce que, mis à part vouloir faire de l'argent puis avoir une paie à la fin du mois, je voulais pouvoir aussi avoir du temps pour tous mes autres projets qui font pas partie des finances. Donc, moi, c'est ça qui m'a attirée à la base. Fait que d'avoir comme une flexibilité et des fonds aussi, parce que mes projets qui font pas partie des finances, ça coûte, c'est coûteux. Donc, c'est une job qui m'a permis de pouvoir avoir une belle paye pour financer tous mes projets extra et d'avoir le temps d'y faire. Fait que ça, mais au niveau personnel, là, ça, c'est ce qui est le plus intéressant selon moi. Dans la job, moi, j'avais une vision des gens d'assurance qui était très rigide. Des gens, comme j'ai mentionné dans une autre vidéo, que moi, je pensais les gens en finance, il n'y avait pas de personnalité, puis c'est comme « Bonjour madame », puis tu sais, pas de sourire, puis c'était quand même assez carré, puis je vous vois tout le monde, puis en tout cas, ça, c'est... Avec le veston, la cravate, la petite valise sur le côté. Ouais, je me suis rendu compte que c'est pas nécessairement ça. Ça peut être ça, là. Il y en a, là, c'est correct. Vous avez le droit de le Ils font leur vie, là. Mais moi, ce que j'aimais, c'est que
pouvais être comme je voulais avec mes clients. Fait que là, j'ai des petits champignons sur mes lunettes. Je suis pas toujours avec un veston. On garde quand même un cadre professionnel, là. Je suis pas en jeans non plus, là. Mais dans le sens que quand je rencontre des clients, j'ai le droit de rester moi-même, ma personnalité. Puis je pense que c'est un point qui fait aussi que les clients ils font affaire avec moi. Puis il y a comme une authenticité que c'est possible de garder dans la job. Donc, j'ai le droit de rencontrer les clients, parler comme je parle, des tutoyer, faire des blagues. Des fois, ils n'ont pas nécessairement de bon sens, mais c'est correct. Ça fait partie de ce que je suis. Puis au niveau de ma méthode de travail, ben les outils de travail qu'on utilise, de pouvoir mettre mes couleurs, de pouvoir changer les affaires pour que je trouve ça beau, mettre ça rose saumon quand tout est bleu, tu sais, de pouvoir changer les choses pour que ça vienne refléter ce que j'ai envie que ça soit. Donc, l'aspect financier vient supporter mes projets extra-travail. La flexibilité du temps vient faire que j'ai le temps de faire ce que je veux aussi, puis que j'ai pas juste besoin de travailler, puis de bûcher, puis de bûcher. Puis le fait qu'on est travailleur autonome me permet de rester moi-même sans avoir peur des répercussions, que je suis pas capable de rentrer dans un moule ou dans un cadre, là. OK. Est-ce que tu as déjà senti que ça pouvait être un frein, justement? Parce que, tu sais, tu dis... Moi, j'imaginais que les gens en finance, c'était ce type-là, mais... Pour la plupart des gens, ils ont des idées préconçues de ce qu'est un conseiller en sécurité financière puis de ce que ça devrait avoir de l'air, un conseiller en sécurité financière. Tu sais, je parle à ma mère, c'est encore quelqu'un avec sa cravate, avec les boutons de manchette, puis tu sais, tout swell. Est-ce que tu sens que toi, vouloir un petit peu changer ça, te permettre d'être toi, ça a été un frein pour ton avancement de carrière, ou si ça a zéro conséquence, puis t'as jamais un client qui a fait « Mon Dieu, à des champignons, je ne confierai pas mon argent. » Est-ce que tu as déjà senti que ça pouvait être quelque chose, ou sinon, pas pantoute, au contraire, ça a été un plus pour toi? Ou... Personnellement, j'ai jamais senti que c'était un frein. Bon, moi, j'ai la croyance qu'on attire un peu les gens dans nos vies qui vont fitter avec nous, sinon ils vont pas se présenter à nous. Fait que, mais mettons qu'on sort de cette croyance-là. Je pense que c'est rafraîchissant pour la plupart des gens d'être capable de... T'as quelqu'un à ta table chez vous, puis elle te parle comme si c'était ton ami. Moi, j'adore utiliser le terme non-professionnalisme professionnel. Donc, on va avoir un cadre professionnel, mais je vais te parler comme si t'étais un membre de ma famille, puis je vais te parler comme si t'étais un ami, puis je pense que ça ajoute une proximité que les gens ont besoin en ce moment parce que tout est sur nos selles, tout est en vidéoconférence, on manque de palpable. Fait que je pense que ça amène un vent de fraîcheur pour les gens. C'est comme, OK, je peux jaser de finances sans que ça soit lourd, puis ça enlève rien aux gens là, qui ont leur cravate puis tout, parce que ça fonctionne pour eux, puis il y a des gens qui vont rechercher ça, d'avoir un professionnel comme ça. Mais personnellement, moi, les gens que je rencontre dans ma clientèle, ça n'a pas posé problème. Puisque tu sens que pour les gens, c'est aussi une permission d'être eux autres mêmes, puis de pas nécessairement avoir toutes les connaissances pour pouvoir faire une rencontre hyper pertinente. Ben oui. Parce que tu sais, moi, je te jase, mais je te connais, mais j'ai toujours senti que je faisais des niaiseries, puis que c'était pas gênant de jaser avec toi. Non, mais il y a des personnes que quand tu jases, c'est que je peux pas aller là, je peux pas aller là. Puis tu sais, comme notre domaine, il faut quand même aller poser des questions qui sont assez personnelles. Puis des fois, il faut être des sujets où les gens sont mal à l'aise, mais on va parler de décès, on va parler de maladie, on va parler des conséquences financières, on va parler de ta carte de crédit que tu n'es pas fier. Est-ce que tu sens qu'avoir une personnalité peut-être différente, ou je ne vais pas dire atypique, mais différente, ça permet que les gens aussi désamorcer certaines affaires, faire comme, qu'est-ce quoi, on se lâche lousse, puis on jase, puis c'est tout. Oui, ben comme tu sais, comme j'ai mentionné, ça amène une certaine proximité, puis le fait de rester authentique, je trouve que ça amène naturellement une bienveillance que les gens ils peuvent sentir aussi. Tu sais, je suis pas là pour me prendre pour quelqu'un d'autre, je suis vraiment là pour apprendre à te connaître, puis qu'on ait une relation ensemble, est-ce que tu peux me faire confiance, puis je pense pas que ça fonctionnerait de faire à semblant d'être de même non plus. Fait que si toi, t'as une personnalité qui est plus carrée, plus rigide, plus analytique, plus d'un chiffre, ben tes clients, ils vont t'aimer parce que t'es comme ça. Fait que je pense pas que c'est comme quelque chose qu'on doit être. C'est moi, je suis comme ça, puis ça fonctionne parce que c'est vrai. Fait que si toi, t'es autrement, puis ça va fonctionner parce que t'es vrai, là. Mais oui, je pense que ça, tu sais, de dédramatiser, de rendre ça accessible, d'avoir un vocabulaire que, comme un des mortels, on peut comprendre, pas d'aller dans des trucs que tu vas avoir les yeux crossés puis tu comprendras rien, là. Fait que je sais pas si je peux dire ça, là. C'est fait, on le savoir. Mais je pense que le fait de rester vrai à soi-même, les gens, ils le sentent, là, puis c'est ça qu'ils vont apprécier plus que le fait que
c'est bizarre, là. Mais si on est dans la relation humaine, fait l'humanité, être vrai, je pense que c'est la base. C'est le commentaire que la plupart des gens, quand on demande que vous attendez d'un conseiller en sécurité financière, vont parler de transparence, d'honnêteté, de personnes vraies qui vont me dire les vraies affaires. C'est ça. Je pense que ça rejoint cette partie-là. Ouais. Maintenant, dans ton équipe, là, tu as une équipe de 3 conseillers, conseillères, avec des personnalités différentes, avec des âges différents, comme tu disais tantôt. Ça serait quoi tes principaux enjeux pour combiner ça, justement? Parce que toi, tu as une personnalité type, puis chacun de tes conseillers ont une personnalité qui est différente de la tienne. Ouais. Fait que comment tu fais pour être aussi pertinente ou pouvoir les aider chacun avec leur spécificité? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Est-ce que c'est quelque chose qui te demande plus de planification ou c'est quelque chose que tu fais plus instinctivement? Tu dis, moi, j'y vais, puis suivez-moi, on s'en va par là. Ben, je te dirais que j'ai une facilité à m'adapter à la personne en face de moi. Donc, souvent, je vais me synchroniser à cette personne-là. Je suis capable de me mettre dans la peau en gardant un certain recul d'observation, puis sans bousculer ou sans imposer, d'amener la personne à quelque part où est-ce que ça va être mieux pour elle, parce que ça sera une discussion qu'on aura eue ensemble. Fait que c'est pas moi qui décide qu'est-ce qui est mieux pour toi. Okay. C'est en discutant de tes problématiques à toi, avec l'expérience que j'ai, avec les solutions que je peux avoir, on va choisir quelque chose ensemble, puis je vais t'amener à aller vers là. Fait que je pense que c'est très, très fluide comme cadre. Il n'y a rien de rigide, de pogné dans un moule. C'est, toi, t'es ça, tu vis ça, t'as besoin de ça, ben on va là-bas, puis je te fais confiance. Je pense que qu'est-ce qu'on peut ressentir, c'est que je te fais vraiment confiance que tu vas être capable de l'atteindre. Fait que je vais t'aider, mais je vais pas le faire à ta place. Je te laisse la balle est dans ton camp à toi, puis je vais juste t'aider à l'amener plus loin. Fait que, au niveau de la personnalité, je pense qu'il n'y a pas de clash. En même temps, j'ai des gens qui sont facilement authentiques dans mon équipe. Fait que je sais pas s'il y aurait un clash avec quelqu'un qui est pas nécessairement confortable dans ce qui est. Peut-être que là, il y aurait un clash parce que ça peut être challengeant à ce niveau-là, mais en ce moment, je vis pas cette réalité-là. Parce que si tu as des gens authentiques, tu as aussi des gens qui sont un petit peu plus... qui ont eu des expériences différentes avec d'autres directeurs, qui sont arrivés avec toi en 2e, 3e recours, puis là, tout à coup, pouf, éclose. Ouais. Fait que, mais tout à coup, ils se révèlent, puis là, ça se met à bien aller, puis tout ça. Fait que, ce que je comprends, c'est ça, c'est l'acceptation, c'est l'accompagnement, plus que le... C'est la confiance, surtout que j'ai en eux. Faire. C'est la confiance que j'ai en eux. La confiance que tu as en eux? C'est... Je vais pas essayer... Tu sais, je suis anti-moule. Fait que je vais pas essayer de te mettre dans un moule. T'sais, on va le créer, qu'est-ce que tu as besoin de créer pour toi, puis on va y aller vers ça. Fait que, tu sais... Ma personnalité fait que je comprends que personne n'a envie d'être mis dans une case. Fait que je le fais pas. Fait que je pense que c'est ça qui se ressent. C'est vraiment intéressant. Puis, comme là, tu dis, tu as des personnalités différentes. Est-ce que tu as un type ou des critères de personnalité type que tu dis, moi, là, maintenant, il faut que je fasse croître mon équipe. Oui. J'ai besoin d'engager. J'ai besoin d'avoir des nouveaux conseillers qui vont venir faire grandir mon équipe. Est-ce que tu as un profil particulier ou si je te demande, toi, là, ça serait quoi les caractéristiques principales que tu recherches, le type de personne que tu cherches ou qu'est-ce que tu regardes quand tu rencontres quelqu'un en entrevue pour faire le poste de conseiller financière puis venir bonifier ton équipe? Premièrement, je regarde le signe astrologique. J'étais sûr que c'était vrai. J'étais sûr. Non. Ça m'a tellement pas surpris. Ok, c'est pas vrai, ça. Je me ressaisis. Ok. Ben, c'est sûr que j'adore travailler avec des gens qui ont naturellement du charisme. Fait que quelqu'un qu'on va avoir envie d'écouter, là. C'est quelqu'un qui parle, puis il est éteint, ou il parle de manière monotone, puis tu sens qu'il n'y a pas comme de vie à l'intérieur de lui, je vais dire de même. Là. Ça m'intéresse pas de travailler avec des gens comme ça, parce que c'est pas facile de faire développer ça à quelqu'un. Pas ça que j'allais dire, est-ce que c'est quelque chose qui se développe? Ou ça peut, c'est inné. Mais ça peut être développé, mais plus comme dans une thérapie que dans un milieu de travail. Là. Fait que quelqu'un qui a comme une fougue naturelle, une intensité naturelle, un charisme naturel, un désir de réussir naturel, une ambition. Tu sais, je l'ai déjà dit, mais quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui a des choses qu'il veut accomplir dans sa vie personnelle, ça va faire en sorte qu'il va être motivé de venir travailler, il va avoir quelque chose pour quoi il se lève le matin. Fait que quelqu'un d'ambitieux,
mais pas nécessairement de l'ambition de je veux tout casser, puis plus comme je veux nourrir quelque chose de fort à l'intérieur de moi, puis je veux avancer. Okay. Fait que quelqu'un d'ambitieux, charismatique, bon. La réponse commune, ça serait la discipline. Je pense que personnellement, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, je suis quelqu'un qui était 0 discipliné, pas capable de gérer mon temps, c'était un peu n'importe quoi, mais ça fonctionnait quand même parce que j'ai la capacité à être bien dans le chaos. Mais, fait que c'est un plus si la personne est pas de même, / chaotique, qui est déjà disciplinée, qui a déjà une bonne maîtrise de son temps, mais ça, je pense que ça s'apprend avec une bonne structure. Fait que, mettons, charisme, ambition, puis je dirais une volonté d'aider. Fait que, tu sais, quelqu'un qui va être capable d'écouter la personne, puis qui va pas juste vouloir parler par-dessus tout le temps, puis montrer qu'il a des connaissances, puis un petit Joe connaissant, non, moi, je le sais plus que toi, qu'est-ce que ça te prend, puis tout. Fait que quelqu'un qui va vraiment avoir de la bienveillance, puis de l'écoute, puis ça se voit tout de suite, là. Tu sais, quand la personne a ça, là, ça se voit tout de suite. Elle n'est pas en train d'essayer de te prouver qu'elle est intelligente, là, elle écoute vraiment ce que tu as à dire. Puis est-ce qu'il y a un âge où c'est préférable ou ça peut être à n'importe quel âge? Est-ce que dans la vingtaine, c'est aussi facile qu'à dans la trentaine? Est-ce que dans la trentaine, c'est aussi facile qu'à la quarantaine? Est-ce qu'il y a des profils ou des âges particuliers où la job va être plus facile à faire ou peu importe l'âge, toi, c'est ces trois choses-là, puis on part avec ça, puis let's go, on y va. Là. Je te dirais que l'âge, c'est pas nécessairement un enjeu plus que la capacité à se réinventer. OK. Fait que, dans le sens, si tu as 60 ans, possiblement que, tu sais, ça se peut que tu aies un petit peu plus de difficulté à apprendre des nouvelles choses, à défaire des vieilles connaissances que tu as, puis de sortir de certains cadres que tu as connus, mettons, dans ta vie. Fait que je pense pas que l'âge, c'est nécessairement une béquille. En même temps, quelqu'un de 18 ans qui a habité chez ses parents toute sa vie, qui n'a pas nécessairement vécu de choses difficiles, va pas nécessairement avoir développé la résilience émotionnelle que ça prend dans notre métier. Fait que c'est pas nécessairement une question d'âge, c'est plus une question de vécu, puis de maturité émotionnelle, puis de solidité, puis de certitude qu'on est capable. Plus que l'âge. Puis, je parlais dans l'autre podcast tantôt, en fait, on disait que à Drummondville, puis je vais dire dans notre équipe, on a choisi de mettre l'emphase sur une partie de développement personnel, puis ça, c'est une partie que toi, tu as amenée quand tu t'es greffé à notre équipe de direction. Toi, tu es un modèle atypique. Tu es quelqu'un qui avait été aussi dans ce milieu-là. Tu es hypnologue à la base, tu es massothérapeute aussi. Pourquoi cet angle-là était aussi important pour toi d'amener ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui fait que, selon toi, on a besoin d'aller au-delà de notre formation de base normale de conseiller? Puis pourquoi c'est important de rentrer dans le processus la croissance personnelle? Mm-hmm. Bien, on est travailleur autonome. Donc, notre entreprise, c'est nous. Puis nous, on est notre entreprise, c'est mêlé. Fait que si notre entreprise, elle va bien, mais nous, on va pas bien, mais notre entreprise, elle ira pas bien. Fait que là, nous, on va pas aller bien, puis c'est un cercle vicieux comme ça. Okay. Personnellement, moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé quand j'ai commencé la carrière comme conseillère, c'est que j'avais la certitude à l'intérieur de moi que j'allais réussir. C'était impossible que j'échoue dans ma tête, là. Impossible. La capacité à gérer mes émotions aussi. Quand j'étais fâchée parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, je le traînais pas sur une couple de jours. Tu sais, je allais faire mes petites affaires de mon côté, me gérer, puis après quelques minutes ou une heure, dépendamment de la situation, ça se plaçait. Fait que la certitude à l'intérieur de soi, la gestion de nos émotions. Puis je trouve aussi que pour être capable de se développer convenablement comme entrepreneur, ça prend d'avoir une solidité à l'intérieur de soi, de qu'est-ce qu'on veut, puis où est-ce qu'on s'en va. Puis ça, c'est très, très, très personnel. Je veux dire, oui, tu peux savoir ta business, ça s'en va où, puis qu'est-ce que tu veux pour ton entreprise, mais il faut qu'à l'intérieur de toi aussi, il y ait une direction claire de qu'est-ce que tu veux dans ta vie, c'est quoi tu veux nourrir dans ta vie, c'est quoi qui te fait du bien, c'est quoi que t'aimes, c'est quoi qui est important pour toi. Puis ça, si tu te poses pas ces questions-là, tôt ou tard, ta business, là, ça va prendre le bord. Fait que le personnel dans notre travail, c'est vraiment, vraiment important parce que
c'est à la base de tout. Ouais. C'est à la base de je vais avoir confiance en moi à mes rendez-vous. Mon syndrome de l'imposteur qu'on parlait tout à l'heure, il va s'en aller plus vite qu'autrement parce que je vais avoir la certitude. Puis quand ça va être difficile, je vais voir ça comme un apprentissage au lieu de voir ça comme un échec. Fait que ça amène vers la réussite personnelle et professionnelle qui est liée. OK, ça fait plein de sens. Puis, ben on sait, notre job, on dit souvent, c'est une job de bipolaire. Là, quand ça va bien, puis quand ça va mal, Caroline, que ça va vraiment mal. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose, cette partie-là, ce volet-là que tu maîtrises, est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis de faire vivre ça différemment à tes conseillers ou d'être capable de les accompagner avec un petit peu plus d'efficacité que quelqu'un qui ne se soucierait pas de cette partie-là? Est-ce que selon toi, ben, je vais présumer que oui, parce que tu le mets en place, mais à quel point ça a fait une différence d'avoir une approche différente dans la tempérance des émotions dans l'équipe? Je te dirais que ça fait une différence parce que ça reste très humain. Donc, moi, quand je fais mes coachings avec mes conseillers, ce n'est pas que autour de leur rendez-vous, puis de leurs chiffres, puis ce qu'ils ont à faire dans la job, c'est comment tu t'es senti cette semaine, là, tu as un rendez-vous qui a bumpé, tu as quelque chose qui s'est mal passé. Comment tu as interagi avec ça? C'est quoi tu as fait? On est plus dans un mode, on trouve une solution personnelle, puis qu'elle va porter la solution professionnelle. Fait qu'on vient prendre soin de ce qui est pas content, ce qui est frustré, ce qui est triste, ce qui est fatigué, puis comme ça, vu que ça va bien, mais après ça, les résultats, ils arrivent comme par magie, tout simplement, parce qu'on sait ce qu'on a à faire comme travail, mais ça peut être supporté par un état de bien-être. Okay. Après ça, fait que, ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'écoute, d'empathie, pas de sympathie, là, vraiment. Je vais pas être comme « Oh, pauvre toi, puis c'est pas facile ce que tu vis », mais je comprends ce que tu vis, puis c'est correct, puis je l'entends, puis il y a un espace où est-ce que c'est sécuritaire de le partager. Puis ça sera pas juste moi qui va essayer de trouver des solutions à ton problème. Tu peux vraiment partager ce que tu as à partager en sécurité, mettons. Okay. Puis ça, tu fais ça à chaque jour, à chaque semaine? Au besoin. Au besoin. Puis, tu sais, là, tu as parlé de coaching, fait que j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ta structure de gestion, je vais dire ça comme ça. Fait que coaching, ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Ou comment ça fonctionne chez Industrielle Alliance? Bien, je te dirais que c'est adapté quand même, encore une fois, à chaque conseiller. Okay. Pour tout le monde, une fois par semaine, on a 1 heure ensemble où est-ce qu'on va regarder la structure de la business, les résultats, comment ça se passe. Bon, ce que je disais tantôt, l'écoute, les émotions, les enjeux, les ci, les ça. Okay. Pour d'autres conseillers, ils vont avoir besoin d'un peu plus que ça. Fait qu'une fois par jour, à chaque matin, ou 2 fois par semaine, on s'assoit ensemble, on regarde leur structure de journée, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, qu'est-ce qu'ils ont besoin de planifier, comment ils se sentent aujourd'hui. Fait qu'il y a comme un bilan quotidien ou 2 fois par semaine qui se fait pour s'assurer que entre nos coachings du lundi, il n'y a pas des affaires vraiment lourdes qui ont besoin de porter jusqu'à l'autre semaine avant qu'on puisse s'en parler. Puis ça, c'est quelque chose de récurrent? C'est quelque chose que toi, tu fais ou c'est quelque chose chose On l'a décidé ensemble. OK. Ouais. Fait qu'à chaque semaine, toi, c'est important de prendre du temps avec ton conseiller pour faire le tour de sa business, voir s'il y a des enjeux, puis être capable de les adresser pour être sûr qu'on est optimum, puis qu'on est prêt. Comme c'est wow. Parce que pour en avoir vu beaucoup, c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pas non plus toutes les entreprises, puis même à ce niveau-là, même c'est pas toujours aussi efficace que ça. Félicitations. Puis... côté structure, maintenant, on a parlé de tes coachings. Après ça, je sais que toi, tu es avec des jeunes conseillers, fait que ça implique aussi que tu te déplaces parce que tu les accompagnes pour faire leur rendez-vous, pour faire leur séance d'appel. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ta structure typique ou une semaine typique dans la vie d'Amélie. Ça a l'air de quoi? C'est des journées de combien de temps? C'est combien de rendez-vous par semaine que tu fais? C'est combien de travail conjoint? Tout ça. Ça dépend des conseillers. Chaque conseiller a des enjeux différents. Donc, tu as des conseillers que leur enjeu, ça va être au premier rendez-vous avec le client. Fait que eux, je vais essayer le plus possible d'aller à tous leurs premiers rendez-vous, vous adresser le problème, voir c'est quoi le problème, le corriger, faire de la formation puis les aider là-dedans. Tu as des conseillers que ça va plus être à la fin lors des recommandations qui vont avoir des problèmes, donc ça va être les accompagner dans ces rendez-vous-là. Mais c'est toujours en présentiel, donc si c'est un rendez-vous à Granby, ça va être à Granby, fait que ça va être de la route jusqu'à Granby. Si c'est un rendez-vous à 7h le soir, à 1 heure de route, ça va être à 7h le soir à 1 heure de route. Fait que toi, tu te déplaces avec eux puis tu vis leur quotidien pendant toute la semaine? Avec tous tes conseillers?
Ben, encore une fois, ça dépend de ce qu'ils ont besoin, mais oui. OK? Oui. Ça fait des belles semaines? Oui. Pourquoi? Ouais. J'adore me faire du mal. Non, mais parce que tu sais, on travaille dans une compagnie, j'en connais beaucoup, puis c'est loin d'être tous les directeurs qui sont aussi impliqués dans la réussite de leurs conseillers. Ouais. Fait que je me dis que si toi, tu pousses ça jusque-là, c'est parce qu'il doit y avoir quelque chose de spécial que tu vas chercher là-dedans. Je reviens souvent à l'image de la maman, là, mais tu peux pitcher ton bébé dans l'eau puis penser qu'il va apprendre à nager tout seul, ou tu peux aller dans l'eau avec lui puis lui montrer à nager. Fait que c'est un petit peu ça dans le sens-là, c'est que, tu sais, on est là pour la réussite de nos conseillers, puis tu sais, on va pas se mentir, leur business, c'est notre business. Fait que si leur business va pas bien, notre business va pas bien, puis sans garder ça dans un aspect de « Ah, je pense juste à mes poches », c'est si eux sont contents, moi je suis contente, fait qu'on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Fait que s'ils ont un enjeu, je veux dire, c'est littéralement ma job de les former, puis de m'assurer que ça va bien pour eux. Fait que si je le faisais pas, si j'allais pas en rendez-vous avec eux, si je faisais pas de formation, si je faisais pas de coaching, je ferais quoi? Ça servirait à quoi? C'est ça ma job, là. Fait que, tu sais, c'est un choix que j'ai fait de prendre cette décision-là, de changer de chaise, là, mais ça implique d'aller avec eux, de les aider dans leurs problématiques, puis s'assurer qu'ils puissent réussir le plus possible, puis les propulser le plus loin possible, là. Okay. Je le fais pas à leur place, je le fais avec eux. Mais c'est quand même moi pareil. Puis, considérant que tu es beaucoup sur le terrain avec eux, si je te disais que, mettons, moi, je t'ai intéressé à devenir un conseiller en sécurité financière puis faire partie de ton équipe... Il va falloir que tu m'aimes. Mais... que je dis... Non, mais les principaux embûches ou les principaux enjeux que les jeunes y ont... mettons, je te dirais en commençant en 2025, parce que moi, j'ai commencé à faire un petit bout. Toi, ça fait pas longtemps. Principaux enjeux ou principaux défis tes conseillers ont à faire face dans leur début de carrière, ce serait quoi? Gestion de temps. Gestion de temps? Oui, comme on a mentionné tantôt, la gestion de temps. On va revenir sur des thèmes qu'on a déjà jasés, là, mais de se prendre au sérieux, d'avoir confiance en soi, de pas se prendre pour un imposteur, là. Ça, c'est vraiment les plus grosses difficultés. OK. Après ça, ben c'est beaucoup de stock en même temps. Fait que de tout apprendre, puis d'arriver à tout jongler ensemble, puis que tu vas échapper des balles, puis il va faire tes ramasses, puis que tu rejongles avec. Fait que tout l'apprentissage, le bourrage de crâne, là, c'est vraiment l'enjeu principal. Puis si ton monde y est loin, la route aussi, ça peut être un enjeu que éventuellement ça va se placer, parce qu'on a quand même des façons de faire qu'on peut rapprocher notre monde éventuellement et tout, là, mais oui. Puis, là, tu parles d'un enjeu de route. Comment on fait justement pour partir en business, pour établir sa clientèle, pour starter la roue? Est-ce qu'il y a des façons spécifiques? Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques? Ou si demain matin, ça y est, je t'engage, tu pars, tu trouves tes clients, je vais aller avec toi, mais c'est toi qui les trouves. Comment ça fonctionne quand on commence en carrière chez Industrie Alliance? Dans le fond, dans notre domaine, là, c'est beaucoup de termes compliqués. C'est des concepts qu'on n'est pas habitué d'expliquer. C'est bien des affaires à apprendre en même temps. La magie de la chose, c'est que t'as pas besoin de commencer avec des inconnus directement. Fait que c'est un peu moins gênant. Dans le fond, nous, comment on va faire, c'est que ça part de toi. Puis tranquillement, on va aller se pratiquer chez tes proches. Okay. Donc, ton frère, ta soeur, ta mère, ça va être bien moins gênant de... fait que, puis d'expliquer des trucs, puis pas nécessairement être sûr de soi en l'expliquant. Okay. Fait qu'on, tranquillement, on va s'éloigner de ce cercle-là. Donc, nous, notre métier, ça fonctionne majoritairement par bouche à oreille. Okay. Donc, on commence avec les gens que tu connais pour que tu ailles te péter la gueule, que tu fasses tes expériences, que tu développes ton vocabulaire, puis... Oui, vas-y. Non, j'allais dire, c'est moins gênant dans ma phase. Tu fais c'était quoi déjà? Exactement. D'une madame qui va me regarder comme, pas ça, je vais pas très professionnel, c'est ça. Fait que, on part des gens qu'on connaît, puis à partir de eux, on va développer à travailler avec les gens que eux connaissent, puis les gens que eux connaissent, puis les gens que eux connaissent, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, tu n'auras plus besoin d'en faire avec des gens que tu connais. L'optique de travailler avec les gens qu'on connaît, c'est vraiment dans une optique d'apprentissage. Fait que c'est pas t'arrives là avec ta mallette de ton produit, puis c'est d'aller vendre aux gens que t'es proche, puis ça, c'est vraiment... On jase, je me pratique, puis par la force des choses, si t'as des gens de ton entourage qui en ont pas de conseiller, ben peut-être que ça va leur faire plaisir d'avoir déjà quelqu'un de confiance
que là, ils ont un pied dans la porte, puis « Wow, tu fais ça, ben j'aurais besoin. » Mais l'optique, là, c'est vraiment d'aller se pratiquer. Puis c'est à partir de ces gens-là que là, on va développer une vraie clientèle par référence, par recommandation. Okay. Puis, selon toi, ça prend combien de temps avant de devenir autonome, je veux dire, dans ça pour dire, bon, ben c'est bon, Amélie, là, je t'aime beaucoup, mais j'ai plus besoin que tu viennes avec moi à chacun de mes rendez-vous, là. Une autonomie de conseiller, ça se développe en combien de temps, d'accord? Je te dirais que ça dépend de la personne. Moi, personnellement, après 2 semaines, je voulais faire mes rendez-vous tout seul, puis j'étais comme, tu sais, laissez-moi en paix. Il y a d'autres personnes que tu vas faire tout son stage, c'est-à-dire 3 mois, que tu vas être à 100% de ses rendez-vous. Mais je te dirais que mon critère d'évaluation, c'est quand je fais la plante verte en rendez-vous, puis j'ai plus besoin de rien rajouter comme détail, là. Plus t'as besoin d'être là. Ça sert à rien, j'y vais plus. Ouais, c'est ça. Puis si t'as une question, tu m'appelleras. Nice. Fait que, ben, ça fait le tour pour les questions que j'avais pour toi. Est-ce cool. que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter? J'allais dire une niaiserie. Non, ça va. Merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice. C'est vraiment apprécié.